Merci beaucoup pour l'introduction, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à tous. Et c'est sympa de vous voir si nombreux un vendredi soir à 18h15. Aujourd'hui, moi, comme je vous disais, je travaille sur deux sites un peu différents dans lesquels on s'occupe de patients qui ont une symptomatologie cognitive. Et je vais vous parler un tout petit peu de l'année 2025 et du traitement de la maladie d'Alzheimer en 2025. Et qu'est-ce que est le rôle, votre rôle, mais en fait notre rôle à tous, parce que en fait les deux choses sont intimement liées, et puis c'est ça ce que je vais essayer de vous montrer, essayer de vous expliquer et comment est-ce qu'on peut réussir à collaborer intelligemment dans ce domaine. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, ou enfin, peut-être certains d'entre vous sont au courant et d'autres moins, aujourd'hui, c'est la première étape du Tour d'Italie. Donc, c'est le grand départ, on appelle ça toujours la grande partenza. Et puis, en 2025, dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, on a l'impression qu'il y a un peu un truc similaire. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même langage, mais quand on lit les éditoriaux et puis quand on analyse un petit peu le champ sémantique qui est utilisé par nos collègues, nos éminents collègues qui travaillent entre la Hollande, les États-Unis, etc., vous voyez, on arrive dans un futur, donc c'est une publication de 2023, dans un futur où la maladie d'Alzheimer sera stoppée avant la démence, terme qu'en français on aime un peu moins. Et puis dans cet autre édito, dans cette autre perspective d'un confrère qui est prof au MGH en Amérique, on a même il y a un changement du human aging, un changement de trajectoire. Donc vraiment, quand on lit ça, on se dit waouh, il est vraiment en train de se passer quelque chose d'incroyable, alors que dans le domaine des troubles neurocognitifs, la maladie d'Alzheimer étant celui dont on va parler ce soir, il y a eu beaucoup d'années de déception ou de mauvais résultats. Donc vous voyez, ils sont tous très souriants sur ces photos. Et pourquoi on a choisi ce thème du traitement en 2025? C'est qu'en fait, dans les actualités du domaine de la maladie d'Alzheimer, il y a une actualité très importante qui est très récente, 15 avril, qui est l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, par l'Agence européenne du médicament, de ce médicament qui s'appelle lecanemab ou Leqembi. Et c'est ce dont je vais un petit peu vous parler dans les minutes qui suivent. Mais donc avant ça, ce que j'aimerais discuter un petit peu avec vous et essayer de vous faire passer comme message, c'est que le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est en fait pas si simple, et puis c'est quelque chose qui se fait vraiment conjointement entre vous et nous en centre mémoire, et j'essaierai de vous expliquer un petit peu comment on essaie de faire ça intelligemment en 2025, avec les connaissances actuelles sur la maladie d'Alzheimer. Et puis après, je vous parlerai du traitement actuellement, donc en 2025, où est-ce qu'on en est? Il y a des traitements non pharmacologiques, des traitements pharmacologiques, et puis il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et puis, je vous parlerai finalement du lecanemab et de sa classe de molécules qui sont les immunothérapies anti-amyloïdes. Et puis finalement, on parlera un tout petit peu de prévention, parce qu'il y a aussi ça, c'est aussi ça notre rôle. Et quand je dis notre, je dis vous, médecins généralistes, et nous, consultants en centre mémoire. Donc, comment est-ce qu'on établit le diagnostic de maladie d'Alzheimer en 2025? Pour ceux d'entre vous qui se rappellent les cours à la fac, on a souvent des images de cette fameuse Augusta D là, que Alois Alzheimer avait diagnostiquée. On montre, c'est une pauvre dame avec un statut cognitif et neurologique qui paraît très altéré. Et à côté, on nous montre ces petites images d'immunohistochimie ici, avec des plaques amyloïdes et dégénérescence neurofibrillaire. Et puis, ça, c'est connu depuis bien longtemps maintenant, et c'est le diagnostic neuropathologique. Donc ça veut dire que c'est un diagnostic qui est fait après le décès, en neuropathologie, après l'examen autoptique du cerveau. Et puis, ce qu'on sait en neuropathologie, parce que ça fait maintenant quelques années que M. Alzheimer a décrit ces lésions, on sait que ces protéines mal replissées, qui se déposent pour l'amyloïde, pour le peptide amyloïde, en dehors des cellules, donc dans le parenchyme, et s'agrègent en ces plaques amyloïdes, on sait qu'ils se disséminent de façon assez particulière dans le cerveau. Ici, vous avez ces différents schémas qui montrent que
avec l'évolution de la maladie, la concentration et la localisation de ces plaques amyloïdes n'est pas la même. Et il en est de même pour les agrégats de protéines tau hyperphosphorylés, mal replissés, qui s'hyperagrègent, et qui va être, par contre, va former des inclusions intraneuronales, donc intracellulaires. Gardons ça à l'esprit, ça sera important pour tout à l'heure. Il y a des dépôts extracellulaires de peptides amyloïdes, les plaques amyloïdes, et il y a des dépôts intracellulaires, les dégénérescences neurofibrillaires, ou ce qu'on appelle en anglais les neurofibrillary tangles, qui, eux, ont un parcours, une dissémination spatio-temporelle qui est différente. Vous voyez, ici, ça commence dans une structure du tronc cérébral qu'on appelle le locus coeruleus, et puis ça va se localiser dans les hippocampes, les gyrus parahippocampiques, et ensuite diffuser vers les structures corticales pour ensuite rejoindre plus de cortex ou néocortex. Donc c'est deux disséminations spatio-temporelles qui sont différentes. Et c'est ça qui est vraiment particulier dans cette pathologie-là, c'est que c'est ces deux protéines qui sont à la base des lésions élémentaires de la maladie d'Alzheimer, qui ont une dissémination spatio-temporelle différente. Et puis, il y a des mécanismes moléculaires, donc la physiopathologie de l'interaction entre ces peptides, qui sont responsables de leur agrégation. Et ça, c'est comment est-ce qu'on comprend un tout petit peu ça, comment est-ce qu'on voit que finalement, il y a ces peptides, mais ils sont à différentes formes, on en parlera un tout petit peu plus tard, et dans différentes localisations, et également, ils interagissent avec d'autres cellules. Vous avez des astrocytes, vous avez de la microglie, vous avez toute une série de processus moléculaires et cellulaires qui sont extrêmement importants pour comprendre la physiopathologie de cette maladie. Donc, ça a permis à une nouvelle critériologie diagnostique qui est proposée par cette association d'auteurs qui se réunissent sous le nom de International Working Group, qui ont été publiés l'an dernier, en novembre l'année dernière. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit de très important? Ils ont dit que c'est un diagnostic bioclinique ou clinico-biologique. D'accord? Qu'est-ce que ça sous-tend? Ça sous-tend qu'il y a un phénotype, une clinique, une présentation clinique, et qu'on attribue ce phénotype, cette expression clinique, ces symptômes, à une biologie sous-jacente, une physiopathologie sous-jacente. D'accord? Donc on essaie de mettre les choses ensemble pour essayer d'établir un diagnostic dès la phase prodromale, la phase précoce de cette maladie. D'accord? Ça, c'est, je pense, un des éléments centraux. Et puis comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça parce qu'on a établi un certain nombre de phénotypes qui sont évocateurs, pour certains, donc des phénotypes typiques ou common dans la publication de 2021 de l'IWG, des phénotypes uncommon, moins fréquents, et d'autres phénotypes. Et parmi les phénotypes fréquents, typiques, common, vous en avez trois. Vous en avez trois qui ne sont pas aussi fréquents en consultation mémoire, c'est-à-dire qu'on voit évidemment beaucoup plus de syndrome amnésique de type hippocampique. D'accord? Mais on voit également d'autres phénotypes. Et là, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus spécifique, qui est ce qu'on appelle une aphasie primaire progressive. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler pendant des heures de l'aphasie primaire progressive, mais en gros, c'est une symptomatologie qui est aphasique, langagière, avec un manque du mot, des difficultés de répétition, des phrases qui deviennent de plus en plus courtes. Et puis vous avez également une forme postérieure, ce qu'on appelle l'atrophie corticale postérieure, qui était anciennement appelée le syndrome de Benson, ou la forme visuelle de maladie d'Alzheimer, qui est caractérisée par des difficultés visio-spatiales, visio-perceptives. Souvent, c'est des patients qui vont consulter différents ophtalmos parce qu'ils disent « ouais, mais j'ai du mal à voir les choses, etc. » Puis les ophtalmos leur disent toujours « non, mais tout va bien, vos yeux, nickel, franchement, il n'y a rien. » Donc, il y a trois symptômes typiques de maladie d'Alzheimer. D'accord? C'est ces trois-là. Alors évidemment, celui-ci, c'est la part du lion. Mais il n'est pas le seul, et il faut être sensible également à ces autres types de plaintes qui sont un tout petit peu moins fréquents. Et puis, comment est-ce qu'on fait à classer les gens parmi ces trois grands chapitres de phénotypes de syndrome? On pratique un examen neuropsychologique. En consultation de mémoire, on collabore, différents médecins, avec des neuropsychologues qui permettent, par des tests standardisés, étalonnés sur des populations, de classifier le syndrome clinique dominant. Donc par exemple, dire ce patient il a cette plainte-là, et ce qu'on voit dans le testing, c'est compatible avec une atrophie corticale postérieure,
ou alors un syndrome amnésique de type hippocampique, ou alors non, c'est quelque chose de plus atypique, comme une symptomatologie d'aphasie primaire progressive non fluente. D'accord ? Donc l'examen neuropsychologique, c'est vraiment la pierre angulaire de la consultation mémoire, du raisonnement pour un diagnostic de maladie d'Alzheimer, car c'est lui qui permet de dire dans laquelle de ces 3 colonnes on se trouve. Alors aujourd'hui, je vais mettre un tout petit peu de gris sur cette partie-là. Vous voyez qu'il y a un petit peu de transparence. Donc ça veut dire qu'on va en parler, mais le débat est un peu plus ouvert par rapport à ça. On va surtout parler de phénotypes fréquents, phénotypes typiques ou commodes. Et puis, ce que je vais vous montrer également, c'est que si on prend le phénotype qui est caractérisé par l'examen neuropsychologique ou psychométrique, lorsqu'on met ça en relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure de processus physiopathologiques, de peptides amyloïdes, peptides tau, on essaye de mettre ça ensemble et de réfléchir à une classification un petit peu plus complexe, une classification où on essaye d'estimer le risque, le risque de progression vers la phase terminale, qui est les troubles neurocognitifs sévères. Et puis vous avez tout de suite, vous voyez ici que vous avez des patients ici qui ont un bilan neuropsychologique normal et des patients qui ont un bilan neuropsychologique pathologique. Donc ça, c'est la première chose importante. Le bilan neuropsychologique normal, ça veut dire que le patient ne va pas rentrer dans cette case-là, car il n'a pas un syndrome classique. C'est simplement qu'il peut avoir une plainte et un examen neuropsychologique normal. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et puis ensuite, selon la constellation des biomarqueurs, vous allez pouvoir vous trouver dans différentes situations à risque de progression, une maladie d'Alzheimer présymptomatique, un trouble neurocognitif mineur, ce que nos amis américains appellent le MCI, Mild Cognitive Impairment, et puis un trouble neurocognitif majeur, donc avec une atteinte fonctionnelle, qui peut être modérée, majeure, etc. etc. D'accord ? Et puis ça, je vais aussi obscurcir ça, parce qu'aujourd'hui, ces situations-là, c'est des situations qui sont très intéressantes, mais qui concernent la recherche. Aujourd'hui, on ne va pas faire des biomarqueurs, pratiquer de biomarqueurs chez quelqu'un qui a un bilan neuropsychologique normal. Parce que finalement, vous allez lui dire, voilà, vous avez des biomarqueurs positifs, vous êtes à risque de progression, à risque de tot de pourcent, mais si, comme avant l'arrivée des anti-amyloïdes, on n'avait pas de traitement qui permet de changer la trajectoire de ces gens, en dehors de la recherche, évidemment. Ces gens-là, ils peuvent faire des protocoles de recherche. On ne va pas proposer de biomarqueurs, donc on ne va pas finalement, ici, s'amuser en consultation mémoire à dire, voilà, il est plutôt ici ou il est plutôt ici. Non, on ne va pas faire ça. On va essayer d'avoir un raisonnement clinico-radio-biologique raisonné et raisonnable auquel on va faire participer le patient à chaque étape. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, le shortcut, en fait, le raccourci dans cette situation, ce serait de dire, voilà, on met des biomarqueurs, selon les biomarqueurs, on décide où est-ce qu'on les met dans ce continuum, et puis c'est ça qui va nous permettre un bon diagnostic. En fait, c'est peut-être pas si simple. J'aime bien utiliser la comparaison avec nos collègues d'hématologie. Nos collègues d'hématologie, vous savez, ils connaissent les gammapathies monoclonales de signification incertaine, indéterminée, et puis en fait, ils ont une gammapathie, mais ils n'ont pas de myélome. Ils ont juste une gammapathie. On les suit au cours du temps, on regarde qu'il n'y a pas de complications, etc. Mais il y en a certains qui vont poursuivre le reste de leur vie avec une gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Ils vont décider d'autres choses, et puis ça va rester une gammapathie monoclonale de signification incertaine. Il y en a certains qui vont développer un myélome. Et puis en fait, dans la maladie d'Alzheimer, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui ont une protéinopathie, donc des accumulations de protéines anormales. Je vous montrais tout à l'heure les plaques amyloïdes, les dégénérescences neurofibrillaires. Et il y a des gens qui vont rester asymptomatiques tout au long de leur vie, qui vont décider d'autres choses. On va faire un examen neuropathologique parce qu'ils sont dans un protocole de recherche, ils sont consentis, et on va leur trouver sur un cerveau des lésions prototypiques de maladie d'Alzheimer. Mais quand on va regarder en arrière, sur les examens neuropsy, ou simplement en parlant avec la famille, l'entourage, ils n'ont jamais eu de symptômes. Ils n'ont pas de symptômes de maladie d'Alzheimer. Donc ils ont une protéinopathie asymptomatique. Et il y en a d'autres qui, par contre, avaient une protéinopathie asymptomatique, et puis ensuite ont développé des symptômes, jusqu'à un trouble neurocognitif majeur, un peu comme dans la situation du MGUS et du myélome. Donc, c'est un continuum, tout ça. Vous voyez qu'ici, on parle de présymptomatique, donc
il y a des gens qui sont à risque beaucoup plus important, ceux qui sont jaunes, de devenir rouges. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans la recherche, c'est d'essayer d'avancer. Ici, on pense qu'on arrive à établir un diagnostic assez facilement au niveau clinico-biologique avec les critères que je vous ai montrés, et puis d'essayer de remonter le courant, remonter le fleuve, remonter la Sarine pour arriver à l'origine de celle-ci. Et à l'origine, en fait, de celle-ci, il y a souvent la plainte. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la plainte du patient, c'est quelque chose de central. Il faut savoir l'identifier, se dire, voilà, ça c'est une plainte qui a vraiment du sens. Et puis ça, c'est très compliqué parce que ça dépend de ce que le patient va vous raconter, mais ça dépend également de ce que l'entourage va vous raconter, de ce que vous connaissez du patient, de ce qu'on connaît du patient. Et puis, il faut vraiment essayer d'être sensible à cette plainte, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, on a beaucoup d'auteurs qui se sont un peu accordés pour essayer d'identifier des plaintes qui sont plus à risque que d'autres, ce qui, dans la littérature anglo-saxonne, s'appelle le Subjective Cognitive Decline, ici, SCD. Et puis, parmi ces Subjective Cognitive Decline, il y en a certains qui sont beaucoup plus à risque de développer une maladie d'Alzheimer. Et il y a ces 6 ou 7 critères selon comment on les met. Donc c'est un déclin subjectif de la mémoire, indépendamment des autres fonctions cognitives, une apparition dans les 5 dernières années, donc quelqu'un qui se dit ouais, j'ai ma mémoire qui ne marche pas, mais ça fait 20 ans que c'est comme ça, la probabilité qu'il développe une maladie d'Alzheimer dans les 5 prochaines années, elle est plus basse. L'apparition après 60 ans, ça fait partie de ces subjective cognitive decline à risque. La préoccupation, c'est l'inquiétude du patient, l'inquiétude du proche, la persistance dans le temps, la recherche d'un soutien, la recherche d'une consultation. Il vient vous voir, il vient nous voir avec cette plainte-là. Il ne vient pas pour autre chose et puis finalement on glisse ça à la fin de l'entretien. Oui, finalement c'est pas très bien. Et la confirmation par un observateur ou par le proche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le subjective cognitive decline à risque. D'accord ? Et c'est ça à lequel on doit être un peu attentif. Et puis, lorsqu'on a des plaintes, il faut pouvoir essayer de mettre un peu un chiffre ou quelque chose dessus, et c'est pour ça qu'on utilise des tests de détection. Nous, au centre de la mémoire à Lausanne, mais aussi à Yverdon, mais dans les différents centres de la mémoire de Suisse romande, on utilise des tests de détection qui sont plutôt à l'échelle de MoCA, qui est un peu plus sensible, mais également un peu plus spécifique, plutôt que la MMSE, mais on s'adapte un petit peu à la situation clinique de tout un chacun. Donc voilà pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer, le diagnostic en 2025. Maintenant, quels sont les traitements actuels? Donc, je vais commencer par les aspects pharmacologiques, et je vais vous parler de traitements symptomatiques. D'accord? Les traitements symptomatiques, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ici, vous avez une histoire clinique d'un patient avec une maladie d'Alzheimer, et puis il y a une phase dite présymptomatique, une phase prodromale, on arrive au diagnostic, et puis après il y a une phase d'état où il y a un déclin cognitif, fonctionnel, et qui persiste dans le temps. Donc on le simplifie ici par une courbe d'évolution. On sait tous que les courbes d'évolution, elles ne sont pas si simples, elles ne sont pas linéaires. Chaque patient a des évolutions qui sont tout à fait personnelles. Et puis ça fait, je pense, 30 ans ou 40 ans qu'on essaye d'identifier des facteurs pour prédire la pente du déclin. Et c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants, beaucoup de facteurs à prendre en considération, mais ce qu'on sait, c'est que quand on débute un traitement symptomatique, et il y en a 2 grandes familles, les anticholinésterasiques et la mémantine, ça c'est une famille, ça c'est un fils unique, j'aime bien dire, parce qu'il est seul dans sa famille, vous avez vous voyez la trajectoire ici qui est pendant la période de traitement en turquoise, et il y a une diminution de l'intensité des symptômes, ici, une stabilisation un petit moment des symptômes, et puis par contre une évolution de la pathologie qui continue avec une même pente, d'accord ? Et puis l'effet qui est réversible à l'arrêt. Donc ça, c'est les 4 un peu points les 4 caractéristiques principales de ces traitements symptomatiques. Donc en fait, quand le patient nous dit mais est-ce que ça va freiner l'évolution ? Non, ça ne va pas freiner l'évolution si on considère l'évolution comme étant une accumulation de protéines qui est responsable de symptômes. Mais ça va en diminuer les symptômes. Donc ça a quand même un intérêt, puisqu'à la fin, les patients ils s'intéressent plus à leurs symptômes qu'à la protéine mal replissée dans leur cerveau. Les anticholinésterasiques, c'est des traitements qu'on connaît maintenant depuis les années 90. Je vous ai mis un bouquin sur l'histoire critique des années 90 qui est quand même assez intéressante et assez... une histoire particulière, disons. Et puis en fait, pourquoi ils ont été développés? Parce qu'il a été découvert dans les années 90 qu'il y avait un déficit cholinergique
qui était important chez les gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer, mais aussi de maladie de Parkinson. En fait, en examinant les cerveaux de patients qui étaient atteints, on a observé que dans différentes structures de ce circuit cholinergique ici, que ce soit le noyau basal de Meiner, de locus coeruleus, ou alors la substance, la partie compacte de la substance noire, il y avait beaucoup moins de corps cellulaires, de neurones cholinergiques. Et c'est ce qui a induit des collègues à développer les anticholinésterasiques et à avoir une première autorisation de mise sur le marché pour ce médicament qui s'appelle la tacrine, qui s'appelait le Cognex dans les années 90, qui a été rapidement retiré parce qu'il était très hépatotoxique, il se prenait 3 fois par jour, il fallait qu'une infirmière aille à domicile 3 fois par jour pour s'assurer que ça allait bien et la prise soit régulière, etc. C'était assez compliqué, donc ça s'est vite arrêté. Mais ça a ouvert la voie pour d'autres traitements de cette même famille, d'autres anticholinésterasiques, qui sont ceux qu'on utilise, qu'on prescrit quotidiennement en consultation mémoire, qui sont le donépézil, la rivastigmine, la galantamine, qui sont un peu rapidement succédés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chacun des pharmacocinétiques, des pharmacodynamiques un tout petit peu différentes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer ça en détail. Je vais surtout essayer de vous montrer qu'il y a eu beaucoup de science qui a été faite sur ces médicaments qui sont disponibles maintenant sur le marché depuis presque 30 ans. Hein. Et ils ont un intérêt à différents stades de la maladie, sur différents symptômes, sur différents marqueurs, sur différents outcomes. Donc, dans une méta-analyse récente, elle a déjà 10 ans maintenant, on a pris 9 études où on regardait l'effet des anticholinésterasiques chez les gens qui souffrent d'un trouble neurocognitif mineur, ou ce que les Américains aiment bien appeler le MCI. Et puis, les critères de jugement principaux dans ces études étaient la progression vers un trouble majeur, donc ce qu'on appelle la conversion dans le jargon de l'Alzheimer, c'est-à-dire le passage d'un stade mineur à un passage de stade majeur. Ça veut dire de passer d'une autonomie fonctionnelle à une dépendance fonctionnelle. Et puis, parmi ces 9 études, si vous voulez plus de détails, vous pouvez vous regarder cette revue Cochrane, mais il y en a 2 qui ont montré un risque diminué de conversion à 2 ans. Donc il y a quand même un intérêt à donner ces médicaments. Et puis, il y a aussi un intérêt probablement qui dépasse un petit peu juste la cognition, juste les tests qu'on fait. Et puis, il y a cette étude hippocampe qui a été conduite par des confrères parisiens, où on a administré du donépézil chez des patients avec un stade très prodromal de maladie d'Alzheimer. Et puis, en regardant les IRM avant et après l'intervention, il y avait une diminution de 45% de l'atrophie hippocampique sur une année. Donc, c'est quand même intéressant, l'hippocampe étant la structure un peu reine, ou en tout cas la structure la plus importante dans le circuit de Papez, d'où se génère cette dysfonction, ce syndrome amnésique d'allure hippocampique. Donc un intérêt dans les stades précoces. Un intérêt également dans les stades modérés à sévères. Ça, je vous montre aussi une étude qui date du début des années 2020 par une étude anglaise qui s'appelle Domino. Et cette étude anglaise, Domino, elle a inclus des patients qui avaient un MS entre 5 et 13, donc des gens qui sont déjà passablement atteints et qui étaient sous donépézil pendant en tout cas 3 mois. Et puis on les a randomisés dans 4 grands groupes. Soit on leur a rajouté un placebo, soit on leur a rajouté la mémantine, soit on a transformé le placebo et rajouté un placebo, soit on a transformé le donépézil en placebo, on a rajouté la mémantine. Et on avait des groupes un peu les mêmes et on les a suivis sur une année, 52 semaines. Et puis vous voyez que sur la MMSE, tous avaient un effet clairement amélioré par rapport à cette courbe ici, qui est celle où il y a le double placebo. Vous voyez la courbe pleine avec les points creux. D'accord ? Donc il y a un effet cognitif sur les stades modérés à sévères des anticholinésterasiques associés ou non à la mémantine. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les différents groupes de patients traités, contrairement au placebo. Et puis, il y a également un effet sur les activités instrumentales de la vie quotidienne, ça c'est une autre échelle. Et puis là, vous voyez également la même chose, il y a 3 courbes qui se superposent quasiment, qui sont celles des patients traités. Et il y en a une qui est en dehors de ça, et qui est la courbe où il y a un double placebo. Donc il y a vraiment un intérêt dans cette étude Domino, et ça a été reproduit ensuite dans d'autres études. J'aime bien montrer celle-là, parce que je trouve qu'elle a un design assez intéressant avec ces 4 bras. Ensuite, dans les symptômes, je dirais, associés à une pathologie qui avance, on est souvent confronté aux symptômes psychocomportementaux des démences, donc des idées délirantes, des hallucinations, des agitations, des syndromes confusionnels, etc. Et puis là, il y a eu une grande méta-analyse
récente qui a été conduite par des confrères parisiens sur presque 7000 patients qui avaient un âge moyen de 75 ans, et ils ont combiné 17 études et ils ont regardé s'il y avait un effet de l'anticholinésterasique, n'importe lequel, chez des gens avec maladie d'Alzheimer. Vous voyez que ce soit sur les idées délirantes ou que ce soit sur les hallucinations, il y a un effet favorable de ces traitements. Donc il y a un intérêt également pour le traitement de ces symptômes qui sont malheureusement fréquents dans les maladies d'Alzheimer avancées. Quels sont les autres outcomes dont je peux vous parler, parce que je peux vous parler encore pendant des heures d'anticholinésterasique, mais les autres outcomes que je trouve intéressants, c'est le délai de placement. Ça, c'est également des données qui viennent de l'étude Domino dont je vous parlais tout à l'heure. On a regardé, on a suivi les gens pendant 48 mois, et puis on a regardé, donc c'est un sous-groupe de cette étude Domino, ceux qui avaient interrompu le donépésil versus ceux qui avaient continué le donépésil, et vous voyez, le délai de placement, il y a un shift de la courbe également. Donc environ à 4 ans, là ça semble se remettre l'une courbe sur l'autre, mais dans les 6 premiers mois, en tout cas, on a l'impression qu'il y a un délai de placement de 6 mois qui est gagné quand on a un traitement anticholinésterasique. Et puis, également sur un autre outcome qui est la mortalité, ça c'est une autre grande méta-analyse qui est sortie récemment, où ils ont pris presque, je ne me souviens plus combien, mais quelques dizaines de milliers de patients, et puis sur les mortalités toutes causes confondues, les anticholinésterasiques sont plutôt favorables chez les gens qui souffrent d'un trouble neurocognitif. Donc vraiment un intérêt à tous les stades de l'évolution. Donc c'est vraiment un traitement qui a encore aujourd'hui qui a sa place et qu'on prescrit quotidiennement en consultation mémoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est de l'autre cousin ou de l'autre membre de la famille des traitements symptomatiques de la maladie d'Alzheimer, qui est la mémantine? Ce médicament, il a un mécanisme d'action qui est tout autre. Il n'agit pas du tout sur le système cholinergique dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un antagoniste non compétitif des récepteurs NMDA. Qu'est-ce que c'est les récepteurs NMDA? Les récepteurs NMDA, c'est des récepteurs des neurones glutamatergiques qui sont les principaux neurones excitateurs du système nerveux central. Il y en a beaucoup dans les hippocampes. Et puis en fait, quand ils sont hyper excités, ces neurones, ils engendrent ce qu'on appelle l'excitotoxicité. Et puis ça active une libération de caspase, une apoptose, etc. Et puis qu'est-ce qu'elle va faire, la mémantine? Elle va aller se loger sur ces récepteurs NMDA récepteurs et ralentir sur ces récepteurs NMDA, et ralentir, freiner leur hyperactivation et donc cette excitotoxicité qui en découle. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans l'hypothèse glutamatergique de la maladie d'Alzheimer, on l'appelle comme ça dans les congrès savants, on sait que les peptides ou les oligomères bêta-amyloïdes, ils semblent augmenter cette excitotoxicité. Donc on va vraiment agir à cet endroit-là où il se passe quelque chose vraiment en lien avec ce peptide amyloïde dont je vous parlais tout à l'heure comme étant une des pierres angulaires de la maladie d'Alzheimer. Il y a eu des études princeps, des méta-analyses, des effets cognitifs. Ici, vous avez une échelle globale, le CIBIC+. Il y a des effets cognitifs sur le MSE, sur d'autres échelles, et puis aussi des effets fonctionnels sur des échelles comme l'ADCS, ADL, qui est une sorte d'IADL. En gros, dans cette méta-analyse récente, qui est celle-ci de McShane 2019, il y a une vingtaine d'études qui ont été prises pour des gens avec un MMS à moins que 20 et des gens avec un MMS à plus que 20. En gros, à plus que 20, il n'y a pas de bénéfice démontré. Inférieur à 20, il y a un bénéfice clinique, que ce soit sur les symptômes cognitifs, neuropsychiatriques ou les symptômes fonctionnels. L'indépendance fonctionnelle, ce qu'il faut juste savoir, c'est que alors que les anticholinésterasiques, il y a une certaine prudence lorsqu'il y a une pathologie cardiaque et ça nécessite de réaliser des électrocardiogrammes lorsqu'on les introduit, dans ceci, il n'y a aucune contre-indication. La seule chose, c'est l'épilepsie active. Donc voilà, 2 médicaments qu'on utilise quotidiennement et qu'on utilise, qui sont résumés dans ces recommandations. Dans ces recommandations suisses qui sont publiées par l'Association suisse des centres mémoire, la Swiss Memory Clinics. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est des traitements non pharmacologiques? Là, j'ai choisi de vous montrer un exemple hyper pratico-pratique, qui est ce programme Carmens, qui est un programme intercantonal, où vous voyez le canton de Fribourg, le canton de Neuchâtel, Vaud, Valais et Genève. Et c'est un programme où on peut
inclure tout patient âgé de plus de 50 ans qui consulte dans un centre mémoire et qui a un trouble ou une plainte, indépendamment de l'étiologie, mais qui doit avoir une nosognosie suffisante, qui a envie de faire quelque chose pour sa mémoire, pour ses symptômes pour lesquels il consulte. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire dans ce programme? On va évaluer le patient, c'est une évaluation multidisciplinaire, c'est ce qu'on fait en centre mémoire tous les jours. Et puis, lorsqu'on se dit, bah voilà, il y a vraiment un intérêt de lui proposer un programme où il peut y avoir de la neuropsychologie, de la logopédie, de la physiothérapie, des activités de loisirs, et ben on les adresse à une collègue qui est une infirmière qu'on appelle care manager, et puis elle va leur proposer une intervention, les revoir ensuite pour voir si l'intervention a marché, et puis après leur proposer d'autres interventions. Les premières interventions, on les a appelées psychosociales, en fait ça veut dire neuropsychologie, logopédie ou physiothérapie. Et la deuxième, c'est une activité de loisirs complémentaire. Et puis, on est en train d'analyser les premières données de ce programme Carmens. Et puis, il semble y avoir un effet, et ça, c'est vraiment les premières données qui sont sorties sur des symptômes qui sont fréquents chez les patients qui consultent en centre mémoire, qui sont l'anxiété et la dépression. Donc, quand on prend les patients à T0, je ne vous ai pas montré ici qu'est-ce que ça voulait dire T0 et T1, pardon, mais c'est au moment où ils rentrent dans le programme, parce que ça a été proposé par l'équipe multidisciplinaire en charge, et au moment où ils ont fait tout ce programme qui dure environ 322 jours ici. Évidemment, on n'a pas encore analysé tous les patients qui ont été débutés. Enfin, on en a débuté 630 pour le moment, mais on a pu en analyser que 184 parce que le programme est en cours et puis entre-temps, il y a eu le Covid, etc. On a un effet qui est quand même présent sur un groupe de patients qui certes faible, mais qui est statistiquement significatif sur les symptômes d'anxiété et de dépression, que ce soit pour l'ensemble des patients inclus, et encore plus pour les patients qui avaient un score initial qui est un peu plus élevé, vraiment donc un effet en tout cas thymique, et sur l'anxiété qui est présent. Donc il y a vraiment un intérêt également associé à des traitements pharmacologiques, des interventions non pharmacologiques en 2025. Voilà. Maintenant, je laisse volontairement une seconde de pause pour reprendre vos esprits et pour attaquer le plat du jour, ou le plat fort de notre soirée ici, qui est les traitements neuroprotecteurs ou Disease Modifying Therapies. Et qu'est-ce que c'est les Disease Modifying Therapies? Tout à l'heure, je vous ai montré sur cette même courbe que j'ai piqué à le responsable du DU MA2 à Lille, Thibault Le Bouvier. Vous avez l'évolution de la maladie et vous avez ici le traitement symptomatique qui améliore un tout petit peu, mais le déclin continue et puis on l'arrête, c'est réversible. Et un traitement disease modifying qui existe en fait dans plein de maladies neurologiques et non neurologiques, c'est qu'un médicament qui va changer la trajectoire. Tout à l'heure, je vous ai montré l'édito de Denis Selkoe du MGH qui disait le trajectoire de l'aging humain. Bon, alors nous, on ne prétend pas changer ça, mais on prétend que, ou en tout cas on croit que chez certains patients, bien sélectionnés, il peut y avoir un changement dans la pente de déclin. Donc un changement qui est disease modifying ou neuroprotecteur. Qu'est-ce que c'est? Ce dont on va parler maintenant, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure en introduction, c'est principalement ces immunothérapies anti-amyloïdes. Qu'est-ce que c'est les immunothérapies amyloïdes? Comment est-ce que ça marche? Ce sont des anticorps monoclonaux qui ont été développés pour agir, pour aller cibler différentes formes du peptide amyloïde bêta, qui en fait est dérivé du clivage de cette protéine APP. Oubliez ça, mais en gros, il y a plusieurs stades dans cette voie amyloïdogène. Vous avez des peptides isolés, vous avez des protofibrilles ici, vous avez des fibrilles, et ensuite ils vont s'agréger en plaques amyloïdes. Et les plaques amyloïdes qui sont la lésion qu'on vous apprend à la fac de médecine, qui est la lésion prototypique de la maladie d'Alzheimer. Et puis, vous en avez deux, dont on va parler un peu plus aujourd'hui, qui sont le lecanemab et le donanemab. Pourquoi j'ai choisi de parler de cela? C'est parce que c'est les deux qui ont été approuvés par la FDA en Amérique. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a eu plusieurs qui ont été étudiés auparavant, et il y en a d'autres qui sont encore étudiés aujourd'hui. C'est quoi l'historique un petit peu? C'est l'approbation en 2023 du lecanemab par la FDA, en 2024 du donanemab. C'est l'approbation du lecanemab en 2024 par l'Agence européenne du médicament et l'autorisation de mise sur le marché en 2025, tout récemment, le 15 avril, ça fait moins d'un mois. L'instruction en cours de l'Agence européenne du médicament auprès de l'Agence européenne du médicament pour le donanemab et l'instruction en cours également en Suisse pour ces deux molécules dont on n'a pas de nouvelles pour le moment, mais qu'on nous promet sous peu.
Qu'est-ce que ça fait, ces immunothérapies anti-amyloïdes? Là, je vous montre la première page de Nature de 2016, dans cette publication de Jeff Sevigny, où il avait été étudié cet aducanumab qui agit sur ces fibrilles amyloïdes. Et qu'est-ce qui fait l'aducanumab, ou qu'est-ce qui a fait la une de Nature? C'est qu'on a pris une imagerie PET, donc une imagerie de médecine nucléaire, où on va cibler avec un traceur les plaques amyloïdes, cette lésion prototypique qui est ici. On a des traceurs spécifiques de ça qu'on développe depuis des années. Et puis, lorsqu'on on administre l'aducanumab à ces gens, l'hypercaptation ici en rouge, le rouge le mal, c'est toujours un peu simplé comme description, il y a tout à coup, c'est plus rouge, c'est vert, le vert le bien. Et l'aducanumab, c'est super. Sauf que si ça fait un effet biologique sur le PET amyloïde, et ça c'était clairement établi, ce médicament, il n'avait aucun effet sur la clinique des patients. Et en fait, c'est ce qu'on a vu également avec d'autres médicaments de cette même catégorie, le gantenerumab par exemple. Donc ces deux ici, malheureusement, ils améliorent le PET des patients, mais nous, est-ce qu'on s'intéresse à améliorer le PET de nos patients? Non, on veut qu'ils aillent mieux cliniquement, c'est ça qui nous intéresse. Mais c'est la preuve quand même que biologiquement, on arrive à avoir un effet sur cette fameuse plaque amyloïde qui a fait tant couler d'encre. Et ça, on a également la même chose avec, ici ça n'a pas fait la une de Nature malheureusement, c'est dans une publication dans une publication importante, mais un peu moins importante que Nature. Et puis vous voyez ici les patients sous lecanemab qui ont un hypersignal en PET qui diminue drastiquement au cours du temps, alors que les patients sous placebo, ça reste plus ou moins stable, voire ça augmente un chouïa pendant les 18 mois de l'étude. Même chose avec le donanemab, même chose avec l'autre médicament de cette famille dont je vais vous parler un tout petit peu plus. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de changement chez les gens sous placebo, et puis lorsqu'ils sont traités par donanemab, le signal en PET descend de façon très importante. Alors, si c'est simplement une preuve biologique, c'est ce que les Américains aiment bien appeler comme target engagement, ça montre que quand même on agit sur la plaque amyloïde, parce que là je pense qu'il n'y a plus de doute, il y a plusieurs médicaments sur la voie amyloïdogène qui font ça. Et puis la différence est peut-être que ces deux médicaments-là, lecanemab et donanemab, ils ont une clairance qui est encore plus rapide que celui qui a fait la une de Nature, que l'aducanumab. En fait, la vitesse à laquelle descend le signal en PET, elle est beaucoup plus importante. Et il y a probablement une relation entre la vitesse de clairance de l'amyloïde, la vitesse d'élimination de l'amyloïde, et l'effet clinique. Parce que ces deux-là, ils ont un effet clinique. Ils ont un effet clinique qui est évalué ici comme critère de jugement principal dans l'étude du lecanemab qui s'appelle Clarity, c'est cette échelle CDR, où vous avez à 18 mois une diminution de vous voyez que les deux pentes divergent, comme dans la courbe que je vous montrais tout à l'heure, et vous voyez que à la fin de ces 18 mois, c'est 27% de déclin en moins. Avec le donanemab, ça c'était un outcome secondaire, il y avait une autre échelle comme outcome primaire, mais également une échelle fonctionnelle. Vous avez en gros le même type de courbe, la même couleur également, pour ceux qui s'intéressent à les questions graphiques dans les publications scientifiques, et un nombre de patients inclus qui est plus ou moins le même, dans les 800 dans les deux bras, et puis le déclin qui est un tout petit peu plus grand, la diminution du déclin qui est un petit peu plus grande dans le donanemab que dans le lecanemab, mais c'est vraiment des petites choses. En tout cas, un effet clinique sur des échelles un peu globales comme ça, un effet également sur le fardeau de l'aidant. C'est une échelle qu'on utilise fréquemment en consultation mémoire, donc on va demander aux proches de remplir des formulaires pour savoir quel est leur fardeau de s'occuper de quelqu'un qui est atteint de maladie d'Alzheimer. Et vous voyez que les gens sous placebo, le fardeau augmente avec le temps, et puis le fardeau sous lecanemab diminue, et vous voyez que c'est plus ou moins tous les patients qui ont été inclus dans l'étude qui ont fait cette sous-étude, donc vraiment un signe aussi indirect de peut-être efficacité de ce traitement. Et puis également, ici, je montre souvent ces marches d'escalier, donc le traitement de lecanemab, où à chaque fois on passe d'un stade à l'autre avec cette échelle CDR-SB. Vous voyez que plus le temps avance, plus les courbes divergent et plus on avance plus doucement, donc on passe d'une marche à l'autre plus doucement et ça se décale dans le temps. Ce qui fait que dans l'étude donanemab, à 52 semaines, vous voyez que les gens sous placebo, ils sont avec cette échelle IADRS, donc d'activité instrumentale de la vie quotidienne, au même niveau que les gens à 76 semaines. Donc c'est une différence de 5 mois et demi. Qu'est-ce que est la signification de ces 5 mois et demi dans la vie de quelqu'un? Je ne sais pas, mais c'est quand même quelque chose qui a le mérite d'exister. Vous voyez également ça dans cette échelle CDR-SP.
Ce qui est un peu plus intéressant, c'est que cet effet à long terme, il semble se maintenir, hein. Ça, c'est une étude de phase 2 où ils ont continué le lecanemab plus loin après. Vous voyez que alors qu'on l'a stoppé pendant un certain nombre de mois avant de faire cette open label extension, l'effet il semble se maintenir dans le temps, même si on a stoppé ça. Donc il y a vraiment un effet également qui semble être présent à long terme. Maintenant, les études où il y a les 800, elles sont en train de continuer, mais on n'a pas encore ces données actuellement. Et puis aussi, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que dans l'étude donanemab, à 12 mois, il y a 47% des gens traités qui n'ont pas montré de déclin. D'accord ? Donc ça veut dire que dans toutes les échelles qui ont été faites, ils sont stables, comme avant, d'accord ? Comme au début de l'étude. Alors c'est pas l'outcome primaire, c'est pas ça qui a été mesuré de façon principale dans les études. Et vous savez, il faut toujours un peu se méfier de ces outcomes un peu secondaires parce que les études ne sont pas toujours désignées pour ça, mais quand même, c'est quelque chose qui ressort et qui a probablement un impact. Comment ça se passe? Comment ça s'administre? C'est des perfusions intraveineuses pour toutes les deux. Le lecanemab, c'est des perfusions qui sont bimensuelles, alors que le donanemab, c'est des perfusions mensuelles. Et puis, alors que le lecanemab est ils sont en train de développer des formes sous-cutanées pour pouvoir le rendre plus facile pour les patients, pour qu'il y ait des administrations à domicile. Et le donanemab, ce qu'ils ont fait d'intéressant, eux, pour prendre une autre stratégie, c'est qu'ils ont regardé des PET amyloïdes au courant de l'évolution et ils ont arrêté le traitement lorsque le PET amyloïde s'était normalisé. Et vous voyez qu'à 24 semaines, il y en a 15% qui ont un PET amyloïde qui s'est normalisé et ils ont arrêté de les traiter. Et ils les ont suivis pendant 18 mois, ils sont restés dans le bras traité. Il y en a au bout d'une année 36% qui avaient un PET amyloïde normalisé et donc qui ont arrêté le donanemab et donc qui ont continué dans le bras traitement. Donc ça veut dire qu'il y a l'idée qu'on va pouvoir probablement interrompre le traitement alors que quand il y aura une normalisation du PET amyloïde. Donc pas une prescription continue. Après, on n'a rien sans rien, vous le savez tous, il y a toujours des effets secondaires, des effets indésirables, et puis il y en a eu un certain nombre qui ont mené à l'arrêt de l'étude, un peu plus dans l'étude donanemab que dans l'étude lecanemab, et un peu plus dans les traités versus les placebos. Il y a des symptomatologies liées à la perfusion qui sont plus importantes dans les perfusions initiales du lecanemab que dans l'étude donanemab, mais qui ensuite semblent diminuer de façon très importante après 3-4 perfusions. Et puis il y a surtout ces ARIA. Qu'est-ce que c'est ARIA? C'est Amyloid Related Imaging Abnormality. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut qu'on soit très vigilant et qui est potentiellement dangereux. Parce qu'en fait, on le connaît maintenant depuis ce terme ARIA, en fait, il date des années 2010. Dans les premières études des anti-amyloïdes, ceux que je vous ai montrés qui ont montré une clairance sur le PET mais qui n'ont pas eu d'effet clinique, chez eux, il y a déjà eu ce qu'on appelait des méningoencéphalies fulminantes liées à l'amyloïde. Et bien en fait, c'est le fait qu'en clairant, en éliminant l'amyloïde du parenchyme cérébral, vous avez un œdème vasogénique qui se développe, et puis vous avez ces hypersignaux ici de substances blanches, cortico sous cortico, avec de l'effusion, et qui sont donc juste purement vasogéniques, il n'y a pas de restriction de diffusion sur les séquences de WI, et également des hémorragies, donc ces microbleeds ici que vous voyez, ou cette sidérose que vous voyez ici. Et puis ça, potentiellement, ça a des symptômes importants, des symptômes qui peuvent être des crises d'épilepsie, des symptômes focaux, et ça peut mimer des AVC. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir, et qui a un mécanisme qui n'est pas parfaitement compris. J'ai essayé de vous l'expliquer de façon assez simple, c'est-à-dire que dans la forme E, il y a un œdème ou une effusion parce qu'il y a un relargage de fluide protéique de l'intérieur des vaisseaux jusqu'au dans le parenchyme, et un ARIA H avec une hémorragie, que ce soit une micro-hémorragie intraparenchymateuse ou une sidérose superficielle, donc dans l'espace sous-arachnoïdien. Ça semble impliquer des microglies, des cellules T et ces anticorps anti-amyloïdes. Quelle est la fréquence de ces ARIA qui sont souvent associés? Souvent, il y a ARIA A, H et ARIA E qui coexistent. La fréquence, dans le lecanemab, elle est d'ARIA-E de 13% contre 2% de gens sous placebo, plus importante dans le donanemab, 24%, donc presque 1 sur 4. Et ARIA-H, donc celui avec des hémorragies, 17% versus 8%, et 31 versus 14. Donc dans le donanemab, un tiers des gens ont développé dans l'étude ce genre de symptômes. Ils décrivent dans les études qui sont très souvent asymptomatiques, mais vous savez, tout dépend comment est-ce qu'on examine, on questionne, on cherche à savoir les symptômes des patients. Et puis surtout, dans pas mal de cas, il suffit d'interrompre le traitement et de le suivre sur l'IRM, et après cet ARIA va s'amender, et puis on peut reprendre le traitement, et souvent il n'y a plus d'ARIA. Mais c'est important de les connaître, important de savoir que ça existe, et important
de monitorer ça avec beaucoup de soin. Hein. Donc les facteurs de risque de césariat, c'est le premier facteur de risque, et probablement le principal, c'est le fait d'être homozygote pour le gène ApoE, hein, c'est déjà un facteur de risque de maladie d'Alzheimer. C'est un facteur de risque également d'ARIA, donc dans les recommandations européennes, ils ont été exclus, les gens qui sont homozygotes E4. Et puis la présence d'une angiopathie amyloïde cérébrale, qui est la présence de petites hémorragies, donc en lien, donc ici comme des microbleeds, comme cela, ou cette sidérose, et qui sont liés en fait avec les dépôts d'amyloïde à l'intérieur des vaisseaux. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que l'angiopathie amyloïde, c'est la forme vasculaire de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi c'est important de connaître, pourquoi c'est important de faire un peu attention à ça, c'est que vous avez ici dans le même numéro du New England où a été publiée l'étude Clarity, donc celle du lecanemab, juste avant ou juste après, je ne me souviens pas, a été publié le cas de cette patiente de 65 ans qui était sous traitement de lecanemab et puis qui fait un tableau sylvien gauche, donc une aphasie d'apparition brusque avec une hémiparésie droite, et qui se présente dans un centre d'urgence où elle bénéficie d'un scanner, il ne voit pas de contre-indication, elle est fibrinolisée, et puis 1 heure après, elle s'aggrave sur le plan de la vigilance de façon très importante, on la met dans l'IRM finalement, et vous voyez ici, boum, 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 toutes ces lésions hémorragiques diffusent partout, avec un œdème très important, et elle décède rapidement. À l'autopsie, on avait ici sur ces coupes d'immunohistochimie beaucoup de dépôts amyloïdes autour des vaisseaux, le symptôme cardinal d'une angiopathie amyloïde, le signe cardinal d'une angiopathie amyloïde cérébrale, et également de l'inflammation périvasculaire. Donc ça peut être des conséquences gravissimes. Hein. Donc il faut vraiment faire très attention à examiner ces patients correctement. Donc avec ça, on sait qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention et qu'on essaie d'évaluer les risques et les bénéfices de ces traitements. C'est ce qui a été proposé dans différentes recos, que ce soit américaines ou européennes, et puis en fait on essaye d'inclure des gens qui sont à un stade initial de maladie d'Alzheimer, donc avec une indépendance fonctionnelle, un phénotype fréquent déterminé par l'examen neuropsychologique, donc un syndrome amnésique d'allure hippocampique, un symptôme langagier, donc cette aphasie primaire progressive, logopénique, une forme visuelle de maladie d'Alzheimer, une atrophie corticale postérieure, un score MMS entre 22 et 30, ou quelque chose de jugé équivalent, et des critères d'exclusion, angiopathie amyloïde, homozygosie ApoE, leucopathie sévère, anticoagulation, dépression majeure ou un historique cérébrovasculaire récent. Avec ces connaissances, ces données, il y a des confrères qui ont essayé d'estimer combien il y avait de patients qui seraient éligibles si on utilise ces critères d'inclusion et d'exclusion sur des cohortes. Une des cohortes les mieux étudiées au monde, c'est cette Mayo Clinic Study of Aging. Et puis, parmi ces gens, il y a 5000 personnes qui sont suivies. Ils ont regardé combien il y en avait qui avaient une maladie d'Alzheimer avec un PET amyloïde positif, donc avec la lésion amyloïde, hein, donc la plaque amyloïde, et puis il y en avait 237 parmi ceux-là. Et puis combien étaient éligibles? Il y en avait 8%, donc 19. C'est pas beaucoup. On a regardé à notre petite échelle lausannoise sur l'année 2022 la même chose, et puis sur nos patients qui souffraient d'une maladie d'Alzheimer qui ont été vus en centre mémoire en 2022, il y en a le 5% qui seraient potentiellement éligibles. Ce qui est assez intriguant et rigolo dans cette histoire, c'est qu'on a trouvé le nombre 19, qui est exactement le même nombre qu'ici. Alors, je ne suis pas du tout dans la numérologie ou ce genre de truc, mais je trouve que c'est assez drôle. Et puis, on a essayé d'estimer ça à l'échelle de Suisse romande, de voir combien de personnes seraient potentiellement éligibles, et ça concerne probablement, se basant sur ces estimations, environ 9000 personnes. Les autres phénotypes, les phénotypes toujours fréquents, mais un tout petit peu plus rares en consultation mémoire, c'est l'aphasie primaire logopénique et l'atrophie corticale postérieure. Là, on a regardé ça aussi dans notre centre. On voit que le taux de personnes qui seraient potentiellement éligibles est beaucoup plus élevé. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que probablement ces gens-là, ils seraient également éligibles et il ne faut pas les rater. Donc nous, ce qu'on propose de faire, je ne vais pas vous détailler cette diapo en détail parce que ce n'est pas le but ici, mais c'est que quand vous nous adressez un patient en consultation mémoire, soit vous nous l'adressez avec la question de l'immunothérapie amyloïde, parce que c'est venu comme ça un petit peu spontanément suite à votre présence ce soir, ou ce que vous avez lu dans les actualités médicales, soit alors il arrive en consultation en centre mémoire, et puis là, il y a une prise en charge dite habituelle, où il peut y avoir des bilans neuropsychologiques, des IRM, un bilan biologique, une ponction lombaire, différents traitements, que ce soit pharmacologique, non pharmacologique, on en a parlé, annonce diagnostique à tout moment, etc. Et puis cela, on évalue au cas par cas qu'est-ce qui est pertinent.
Soit alors, on se dit, finalement, c'est un patient qui est éligible pour les anti-amyloïdes, et puis, dans ce cas-là, on vérifie cette éligibilité lors d'une première consultation chez nous, et ensuite, dans 2 étapes, qui est de ce fameux fast track, ou parcours de soins, quand même bien dire les collègues des boîtes pharma, on essaie d'identifier les stades débutants avec un diagnostic clinico-radiologique compatible, et l'absence de contre-indication, donc ça c'est l'étape 1. Et dans l'étape 2, on rajoute au diagnostic clinico-radiologique initial, où on a identifié les stades débutants, un diagnostic biologique et l'absence de contre-indication. Et puis à ce moment-là, évidemment, s'ils ont des contre-indications, ils sortent, ils retournent dans la prise en charge habituelle juste plus au-dessus. Et on a des rencontres, concertations pluridisciplinaires hebdomadaires où on décide si des patients qui ont bénéficié de ce fast track sont éligibles, oui ou non. Et puis s'ils le sont, on le leur annonce, on leur explique, on essaie de les suivre et on débute ces traitements. Et sinon, à tout moment, ils peuvent évidemment retourner dans la prise en charge habituelle. Et puis, évidemment, si on les voit, nous, en première consultation et qu'on a l'impression qu'ils sont éligibles, ils rentrent dans ce fast track. Ou s'ils sont évalués dans une consultation mémoire régionale, ils peuvent être présentés directement à la réunion concertation pluridisciplinaire hebdomadaire. Tout ça est résumé de façon assez simple dans cette publication qu'on a faite basée sur un sympo qui a eu lieu en octobre dernier à Lausanne sur les anti-amyloïdes. Et voilà pour les anti-amyloïdes. Dernier sujet, la prévention de la maladie d'Alzheimer en 2025. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, il y avait déjà eu ces mêmes données qui avaient été publiées en 2019 ou en 2020 par une commission d'experts mandatée par le Lancet, où on a regardé s'il y avait des facteurs de risque modifiables de maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs. Et puis, oui, il y en a et il y en a beaucoup. Il y en a 45% qui sont potentiellement modifiables. C'est énorme, 45%. C'est presque la moitié. Et puis, ce 45%, il se distribue tout au long de la vie. Il se distribue dans la jeunesse, l'absence d'accès à l'éducation, dans la vie midlife, un peu, avec la perte d'audition, beaucoup de facteurs de risque cérébrovasculaires, les traumatismes crâniens, l'inactivité physique, le tabagisme, le diabète, la consommation d'alcool à risque, et dans la vie plus avancée, post-AVS, l'isolement social, la pollution, la perte visuelle. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ce qui est important dans cette publication, c'est qu'en fait, on est tous un peu responsables là-dedans. C'est-à-dire que nous, en consultation mémoire, on va attirer l'attention des patients sur certains facteurs de risque ou facteurs de vulnérabilité, comme on aime les appeler. Mais il y a votre rôle, mais il y a aussi le rôle qui dépasse le nôtre de médecin ou de soignant. Ça dépasse tout ça. L'accès à l'éducation, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut avoir un impact. Il y a certaines des choses ici sur lesquelles on ne peut pas avoir un impact. C'est vraiment quelque chose au niveau de la société, à quelque part à réfléchir. Je pense que c'est un message important. Et puis, dernière diapo sur la prévention, quelque chose de très actuel, basé sur 2 études récentes du Commonwealth, une étude galloise et une étude australienne. Et puis, en fait, dans ces 2 pays, ils ont rendu obligatoire, après 75 ans, la vaccination pour le virus de la varicelle. Et puis ça fait déjà quelques années. Ils ont suivi les personnes juste avant la date limite du début de cette vaccination et juste après. Et puis ils ont regardé maintenant sur 7 ans la prévalence de troubles neurocognitifs. Et il y a, sur l'échelle de 7 ans, une réduction du risque qui est de quasiment 20% de développer des troubles neurocognitifs. Donc, si vous vaccinez ou s'il y a une campagne de vaccination qui sera débutée pour le VZV, un réel impact, et c'est des données qui ont été également répétées en Australie. Voilà, tout ça pour vous dire que si ce sujet vous intéresse, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant. Si vous voulez aller plus loin, vous posez des questions qui vous viennent à l'esprit plus tard, il y a les adresses mail, vous pouvez m'écrire sans problème, je vous réponds avec plaisir. Je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à consulter notre bouquin qui a été édité par nos responsables au Centre de mémoire de Genève et de Lausanne sur les troubles neurocognitifs, maladie d'Alzheimer, maladies apparentées. Aujourd'hui, on n'a parlé que d'Alzheimer, mais il y a plein de choses à apprendre sur les maladies apparentées. Il est disponible sur le stand de la revue médicale suisse. Il y a un cours lémanique
qui est annuel. Ça fait 10 ans maintenant qu'il existe, une année à Lausanne, une année à Genève. Il est le 11 juin prochain. Vous pouvez déjà vous inscrire si ça vous intéresse. On parlera de ce genre de choses et pas uniquement. Et puis il y a finalement, et ça c'est la chose à laquelle je tiens un peu plus, c'est rencontres francophones, maladie d'Alzheimer et syndrome apparenté. C'est en fait c'est une réunion qui a lieu tous les 2 ans, c'est la 17e édition. Et c'est la première fois que les réunions francophones maladie d'Alzheimer et syndrome apparenté ont lieu en dehors de l'Hexagone. Et ça se passera à Lausanne à la fin du mois de septembre. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou prendre les flyers que je donnerai là-bas à l'entrée. Donc je suis presque pas en retard et je réponds volontiers je vous remercie pour l'attention d'abord, parce que c'est ça la chose principale. Je vous remercie encore pour l'invitation et je réponds volontiers à vos questions.